Bon, alors c'est la fin de l'après-midi, là, il y en a qui fatiguent, il y en a qui sont restés bloqués à l'apéritif. Donc c'est l'heure où je vais raconter des histoires, hein, parce qu'on aime bien raconter des histoires. Ça fait, on est en 2024, ça fait à peu près 24 ans que je travaille sur les questions de durabilité. Le principal enseignement de ces 24 ans, c'est un enseignement d'humilité. Le premier projet que j'ai fait sur ces questions-là, ce que j'avais planifié pour 1 an, on a mis 3 ans et on n'a pas tout fait. Je vais vous donner, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, ouais, ça ne va pas assez vite. C'est clair que ça ne va pas assez vite. Mais pourquoi est-ce que ça ne va pas assez vite? C'est ça la vraie question. Pourquoi est-ce que... Je vous donne un exemple. Il y a une organisation avec un top management dans le secteur de la construction de logements sociaux que je vais accompagner pendant quelques années. Tous les dirigeants, tout le comité de direction étaient partants, ils ont dit c'est top, on va adapter toutes nos pratiques. Et on va nommer un chef de projet, c'est le responsable du système de management, comme ça c'est au cœur de l'organisation, et on va toucher tous les processus. Au bout de 3 mois de projet, tout s'est arrêté et ils ont viré le directeur du système de management. Pourquoi? Tous les salariés étaient à genoux. Ils devaient faire leur boulot et en plus réfléchir à comment changer leur boulot, comment faire autrement et changer. Et au bout de 4 mois, on était revenu au business as usual. Je donne un autre exemple. Très grand groupe de l'aéronautique, 95 000 salariés sur 800 sites dans le monde. PDG, qui nous mandate une équipe de 4 pour faire un état des lieux et lui faire une recommandation de déploiement de la RSE sur tout le groupe. On fait bilan sur Algérie, Mexique, etc. Nickel, présente tout. Puis au bout d'1 heure, il dit « Ok, c'est bon, j'ai compris. » Très, très intelligent, le gars. Il dit « On s'arrête là. » Il dit « Pardon, vous avez investi, pourquoi on s'arrête là ?» Il dit « Parce que moi, je ne veux pas aller là où vous voulez m'emmener. J'ai très bien compris, mais je ne veux pas. » Je dis « Mais pourquoi vous ne voulez pas ?»« J'y arriverai pas. C'est tout simple. Je ne pourrai pas le faire. Il y a trop d'inertie. Je ne saurais pas faire ce changement-là. » Et ça s'est arrêté là. Et la responsable environnement, 6 mois après, elle candidatait ailleurs. Alors, je ne vais pas vous raconter que des histoires qui finissent mal. La conclusion de mon intervention, elle finit plutôt bien. Mais ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est ces questions de temporalité. Puis je vous donne une dernière anecdote en introduction. La semaine dernière, je discute avec quelqu'un qui, dans une organisation pas très très loin d'ici, dit « Écoute, on a fait une super charte des valeurs managériales. On a bien identifié quels étaient les comportements que devaient avoir nos managers, de la bienveillance, du droit à l'erreur, etc., etc. » Et il dit « Mais ça, cette personne me dit « Mais ça ne marche pas. C'est pas mis en œuvre. » La RSE, les bonnes idées, il suffit de taper sur grand Google, vous en avez des dictionnaires complets. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Alors, on a identifié tout à l'heure des freins, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une histoire. Alors, je m'excuse, pour certains, je suis peut-être un peu vieux. Qui connaît le film Qui veut la peau de Roger Rabbit? Bon. Je vous invite à regarder ce film avec la question de la politique de mobilité présente à l'esprit. Et me dire, c'est pas ce que j'ai retenu de ce film a priori. Non. Je vous dis pas pourquoi, mais vous regarderez. Je vous dis juste que c'est le début de l'histoire dont on essaye de traiter à la fin de l'histoire aujourd'hui quand on essaye de remettre
les personnes depuis leur véhicule motorisé individuel dans les transports en commun. On est en train de gérer la conséquence de ce qu'on a fait, que vous pouvez voir, c'est la trame de l'histoire du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. On est dans une histoire et on ne peut pas faire autrement. Dernier exemple. Je fais mon bilan carbone familial. Plus impactant, c'est mon épouse. Même si je veux changer d'épouse, que je la vire ce soir, que je la mets dehors, ce ne sera pas réglé ce soir. Ça va prendre du temps. Eh oui, on va devoir séparer les affaires du ménage, etc., etc. Ça prend du temps. Quand vous êtes une cimenterie, que vous êtes allé voir le banquier qui vous a prêté 100 millions de francs pour construire une cimenterie, et que 3 mois après, vous allez lui dire « Le gaz naturel, c'est trop cher, il faut que je mette un four solaire. » Le banquier, il dit « Vous êtes bien gentil, mais commencez à rembourser, et dans 10 ans, on se posera la question. » Vous avez des histoires de cycle d'investissement. On ne peut pas réinvestir du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. On aimerait bien. Bien sûr que ça ne va pas assez vite. Mais on ne peut pas. L'un des sujets sur lesquels j'ai une prédilection de travail, c'est l'accompagnement des directions d'entreprise. Et quand on travaille sur les directions d'entreprise, en fait, souvent, c'est des personnes qui sont un peu paralysées par ces sujets-là. Elles sont paralysées parce que, bien sûr, comme vous et moi, et comme la majorité des étudiants qui sont ici dans ce bâtiment et dans cette école, on a conscience des enjeux sociaux et en particulier environnementaux. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, si vous êtes là, à un moment donné, c'est parce que la RSE, c'est pas facile. Si c'était facile, on ne serait pas là. Si c'était facile, je n'aurais pas passé 24 ans de ma vie professionnelle sur ces sujets-là. Si c'est difficile, à un moment donné, c'est que ça nécessite de travailler, de développer des outils, des méthodes, de conduire des analyses, etc., etc. Et puis, ça nécessite de conduire du changement. C'est peut-être plus intéressant d'expliquer à mon épouse comment moins voyager en avion pour diminuer notre empreinte carbone que de la changer. Vous avez une ou deux études qui ont été faites cette année. Il y en a une qui est d'un cabinet externe, il y en a une qui a été conduite par des gens très bien qui sont dans les étages de cette école. Et là, j'emprunte quelques verbatims de cette étude d'un cabinet externe et qui dit aujourd'hui, l'organisation, par les questions de durabilité, elle est interpellée partout. Elle est interpellée à tous les niveaux et, conséquence, l'ensemble des métiers de l'organisation. Il y a 10 ans, 15 ans, je ne vous aurais pas tenu ce discours. Il y a 15 ans, je vous aurais dit oui, il y a quelques fonctions qui sont interpellées. Aujourd'hui, toutes les fonctions de l'organisation sont interpellées. Et en particulier, la fonction de gouvernance. Alors on va faire dans 2 minutes un focus sur comment la fonction de gouvernance d'une organisation est interpellée, et en particulier dans ses compétences, et comment ces compétences aujourd'hui évoluent. Et qui dit compétences qui évoluent veut dire savoir-faire des personnes qui occupent ces fonctions qui doivent évoluer. Ce qu'il est intéressant de noter aussi, le retour d'expérience que l'on a, c'est que ces transitions, elles s'opèrent plus facilement quand on a acquis les compétences. Si on sait comment faire, c'est même parfois plus facile de choisir de ne pas faire plutôt que de décider de ne pas faire parce qu'on ne sait pas faire. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que, et là on commence à construire. Autant mes constats tout à l'heure étaient un petit peu négatifs et je m'en excuse, mais c'était aussi un peu pour vous faire passer la pause du milieu d'après-midi. On va commencer à construire. Chose extrêmement intéressante, quand on regarde quelles sont les compétences que commencent à développer les organisations, comment est-ce qu'on fait pour être carbone neutre en une après-midi ?
Vous faites un bilan de gaz à effet de serre, il vous faut moins d'une après-midi pour le faire, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un bilan de gaz à effet de serre, c'est 20 à 30% de marge d'erreur. Donc vous le faites à de grosses mailles, et vous vous achetez de la compensation à, allez, 100 francs la tonne sur Internet. Le soir même, vous êtes carbone neutre. Facile. On vend des tickets à la sortie, si vous voulez. Ce qu'il est intéressant, c'est que ce qu'on observe, c'est que les organisations développent une compétence sur l'analyse de l'impact, sur la caractérisation de ces impacts, et cherchent à construire des plans de réduction des impacts. On a eu une discussion en interne dans un cursus de formation avec quelqu'un qui voulait intégrer une formation sur les mécanismes de compensation. Et moi j'ai dit, oui, on peut en parler pendant 1 heure, mais c'est tout. Pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent nous voir aujourd'hui, les questions qu'elles nous demandent, c'est pas comment être carbone neutre demain, c'est pas comment organiser la compensation, c'est ma direction, elle m'a demandé de mettre en place un réel plan de réduction de mon impact carbone. Et ça s'improvise pas en s'achetant un ticket à la sortie. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ça nécessite de construire la compétence. On sait un peu faire. On ne sait pas aller jusqu'au zéro, mais on sait avancer. Et ça, c'est intéressant parce que l'approche qu'ont les entreprises aujourd'hui, sur le fond, elle est plus dans la recherche de la réduction d'impact. Alors après, c'est facile d'aller au greenwashing, hein, mais voilà. Autre chose intéressante, ce qui n'était pas le cas de notre témoin ressources humaines de la table ronde tout à l'heure, mais les mesures observées disent les ressources humaines ne savent pas nous aider là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les ressources humaines n'ont pas une idée de ce shift de compétences qui est en train de se faire sur l'ensemble des fonctions de l'organisation. Ça veut dire que quelles compétences est-ce qu'elles doivent viser à recruter aujourd'hui, demain ? Ça, elles ne le savent pas forcément. Elles n'ont pas forcément les viviers de personnes. Et derrière, en entretien de recrutement, elles n'ont pas forcément le vocabulaire pour aller avec et pour faire le lien avec la vraie vie de l'entreprise. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit aussi. Parce que ça veut dire que la fonction dans l'organisation dont c'est le job d'aider quelque part dans une démarche prospective à se dire quelles sont les compétences dont j'aurai besoin demain et comment je construis le parcours pour que les personnes puissent avoir des parcours professionnels pour aller jusque-là, ça, un certain nombre d'interlocuteurs RH n'est pas mûr là-dessus. Alors, je vais juste faire un focus sur une fonction. On pourrait évoquer plein de fonctions dans l'organisation, mais celle qui nous intéresse peut-être aujourd'hui, c'est un peu plus la question de la gouvernance. La gouvernance, aujourd'hui, je vais l'aborder sous 3 angles. Un premier angle, on doit être capable aujourd'hui de dialoguer avec ses parties prenantes. Pour un dirigeant d'entreprise, c'est catastrophique. Pourquoi ? Parce que dans la tête du dirigeant d'entreprise, il y a un fondamental qui est présent, qui est « c'est mon organisation, c'est quand même pas les gens de l'extérieur qui vont me dicter comment je dois gérer ma boîte ». Ce mythe doit évoluer. C'est vraiment de l'ordre du mythe, c'est-à-dire du mythe fondateur. C'est une question qui ne se pose pas. Aujourd'hui, ce mythe, il se prend une brique sur la tête. Non, ça ne marche plus complètement que comme ça. Je disais tout à l'heure, on a un exemple d'une organisation qui a défini ses valeurs managériales, ses pratiques, et puis dans la pratique, ça ne marche pas. Oui, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, la mesure d'efficacité et la mesure d'efficience, on la met sur les critères économiques et financiers, on ne la met pas sur la mise en œuvre des valeurs et des principes et des pratiques managériales. On ne la met pas sur l'efficience carbone, etc., etc. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une paire de lunettes à 360 degrés, et non plus à 2 degrés, économiques et financiers. Et puis,
cette paire de lunettes, elle doit être capable de valoriser des choses qu'habituellement on ne valorise pas, ou on ne valorise qu'au moment où on vend son entreprise en évaluant son goodwill, mais là encore avec beaucoup de doigts mouillés pour certains. Et puis si on veut évaluer à 360 degrés, ça veut dire que les gens qui ont la grande expertise de l'indicateur au niveau de la fonction finance, ces gens-là ont là aussi un champ de travail qui doit s'élargir. Et quand vous demandez au contrôle de gestion de prendre en compte des indicateurs sociaux et environnementaux, la première fois, vous êtes dans le choc culturel. Ben oui, on est dans le choc culturel. Mais une fois qu'ils ont compris, ça peut être génial, parce que vous allez trouver des gens qui vont découvrir une nouvelle vie là-dedans. On pourrait continuer plus loin là-dedans. On a Raphaël qui tout à l'heure a évoqué le rôle de ce comité qu'ils ont mis en place dans leur conseil d'administration. On a invité il y a 3 semaines un président de conseil de fondation qui pensait être très en avance sur les questions d'éthique dans son conseil de fondation. Ils ne se sont jamais posé la question des conflits d'intérêts potentiels. Aujourd'hui, intégrer de l'éthique dans les règles de fonctionnement interne des boards des organisations, c'est devenu juste le b.a.-ba, etc., etc. Si on s'adresse à la direction générale et à un moment donné à l'animation de toute la communauté des employés de son organisation, être en capacité de définir ou de redéfinir ce qu'on peut appeler un mythe fondateur, ce qui fait que je vais revenir travailler demain, avec quelle valeur derrière et avec quelle vision, eh bien, souvent, quand on est nommé à un poste de direction, on se dit « ça existe déjà ». Et puis, on a l'histoire derrière, ce n'est pas forcément mon rôle de redéfinir cela. Aujourd'hui, si, on a besoin, dans beaucoup d'organisations, de redéfinir ça. Et ça ne s'improvise pas et ça ne se fait pas en 2 minutes. On a un risque de greenwashing qui est extraordinaire. Aujourd'hui, vous sortez, vous vous promenez dans la rue, partout, il y a marqué transport durable, effacez vos empreintes, etc., etc., etc. On est tous extrêmement intelligents pour arriver à faire la différence entre ce qui est affiché à l'arrière de la camionnette et la réalité de la pratique du chauffeur de la camionnette. C'est pareil en entreprise. Il y a aujourd'hui un shift dans une attente et une demande d'exemplarité des premiers responsables des organisations qui va avec tout cela. Et quelque part, une recherche de cohérence. Si on n'a pas de cohérence interne, vous n'aurez pas de cohérence dans le marketing. Ou alors, vous aurez un marketing qui affichera des choses qui pourra être très rapidement mis en défaut par rapport à l'incohérence que vous pouvez transmettre en interne. Et on a plein d'observateurs qui sont aujourd'hui capables de mettre le doigt sur les incohérences. Il y en a dont c'est même le job, le métier, le professionnalisme. Et puis on a des outils pour élaborer nos stratégies qui ont évolué et nos politiques. Laurent Pin d'Eldora disait tout à l'heure, voilà, on a travaillé sur notre analyse de matérialité. Oui, aujourd'hui, le job de l'analyse de matérialité, c'est de remettre la balle au centre et de se dire quels sont les enjeux pertinents dans mon organisation que je dois appréhender. Et savoir passer d'une analyse stratégique standard à une analyse stratégique qui prend en compte à 360 degrés ces enjeux-là et qui est capable de créer une cohérence entre la prise en compte de ces enjeux, qu'on peut voir éventuellement avec une vision un peu négative comme des risques, et le fonctionnement opérationnel de l'ensemble de son entreprise, ça ne s'improvise pas. Et ce n'est pas du bon sens. C'est du professionnalisme et c'est de la compétence des dirigeants. C'est déjà le soir. Et puis, au niveau de l'organisation, à un moment donné, il faut que cette cohérence, elle descende jusqu'au niveau du processus.
Quand vous achetez, et que vous achetez en enchère inversée au moins 10 ans, vous ne pouvez pas dire que vous faites des achats responsables. Non, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une organisation responsable. Et si, à votre pilote de processus achat, vous ne lui demandez pas, à un moment donné, de se questionner sur les risques globaux, alors vous avez une pression réglementaire là-dessus. Vous avez la future directive européenne qui est non pas la CSRD, mais la C3D qui va sortir sur un élargissement des questions de devoir de vigilance et de multinationales responsables. Si à un moment donné, vous n'entrez pas ces données-là dans votre processus achat, votre pilote de processus, il ne va jamais prendre ça en compte. Et pour lui, sa première réaction pour avoir travaillé avec ces personnes-là, c'est « mais c'est quoi ce truc? Je ne sais pas quoi en faire. » Et puis déjà, de toute façon, dans mon tableur Excel, il n'y a pas la case pour ça. Eh bien oui, ça s'apprend. On pourrait là-dessus aller beaucoup plus loin, mais je vous ai listé ici quelques fonctions et quelques manières dont elles peuvent être impactées. On a parlé de la gouvernance, on pourrait parler des chaînes d'approvisionnement, on pourrait parler de la fonction finance, on a commencé à évoquer certains sujets. L'innovation, aujourd'hui, le job de l'innovation, c'est plus que de faire de l'innovation, c'est d'être capable de permettre la résilience d'une organisation. Et ça va beaucoup plus loin qu'être capable d'avoir un peu d'ergonomie sur son produit, etc., etc. Le marketing, c'est le lieu de cristallisation du risque de greenwashing. Je ne connais pas une organisation qui ait identifié le risque de greenwashing en amont de son processus marketing. Ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Les RH, on a commencé à en parler. Alors, j'ai mis exprès un slide blanc, parce que ça, c'est des éléments de constat, d'évolution de compétences de ces fonctions. C'est quoi les solutions? C'est construire cette compétence. Alors, on a eu des éléments tout à l'heure dans la table ronde, je ne vais pas revenir sur comment on construit la compétence. Là, ce que vous avez, alors mon directeur ne va pas être content, j'en suis désolé, c'est le catalogue de formation de la Haute École de Gestion. Mais quelque part, oui, il y a ça. Mais c'est aussi la transition vers quel feedback? C'est-à-dire, imaginons qu'on ait essayé de construire ces compétences-là. Comment est-ce qu'on mesure à un moment donné? C'est pas facile de se dire, on a une organisation dont la compétence et dont les parcours de personnes évoluent. Alors on a eu la chance de pouvoir faire une étude par l'Observatoire de la formation qui est ici, sur une population qu'on connaît relativement bien de personnes, dont on a une trentaine de représentants dans la salle, qui sont les personnes qui sont passées au travers d'une formation en management durable chez nous, qui s'appelle le DAS en management durable, sur les 14 dernières années. On a fait une enquête, on a sorti plein de données pour avoir une idée, mais il y a une donnée que je vais vous partager. La donnée, c'est, regardons a posteriori, là où vous en êtes aujourd'hui, dans votre parcours et dans le poste auquel vous êtes arrivé, comment ça s'est fait, comment ça s'est construit et quel est le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que sur la question de l'acquisition de la compétence, de la construction de la compétence, de l'évolution de carrière, etc., on a globalement un résultat avec 70%, plus de 70% des personnes qui ont traversé cette formation-là, qui ont atteint la cible. C'est-à-dire qui, aujourd'hui, sont dans un poste en lien avec la durabilité et qui se sentent compétents là-dedans. Et qui ont effectivement, eux-mêmes, fait ce shift-là. Et dans ces personnes, ce n'est pas que des consultants en durabilité. C'est important d'avoir ça. Et donc là, on est sur 14 volets. Ça donne quand même un petit peu de perspective. Une autre manière de faire ce constat,
à la Haute École de Gestion, on a... Alors, si, il y a un élément qu'il faut peut-être dire, c'est que c'est pas le meilleur job pour gagner beaucoup d'argent. Et c'est pas le meilleur job si vous rêvez d'avoir une équipe de 15 personnes avec vous. Il y a plus de chances que vous soyez à 30 ou à 60% sur le sujet, dans un premier temps. Ben oui, dans une PME de 50 personnes, on n'a pas les moyens, et c'est normal, d'avoir une personne à plein temps sur les questions de RSE. Et ça ne ferait pas sens. Pourquoi ça ne ferait pas sens? Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit intégré dans les métiers. Si c'est la question de quelqu'un à côté, eh ben, tout le monde se défausse, et c'est très bien, c'est lui ou elle qui s'en occupe. Alors, on a aussi, vous avez côtoyé 3 étudiants de bachelor. On a depuis cette année une orientation en management durable qui couvre la dernière année de niveau de bachelor. Je vais vous partager un verbatim d'un de ces étudiants à la sortie. Et vous avez même son nom, c'est un vrai étudiant. C'est ses mots à lui. Son constat, c'était de dire, ce brave garçon, il travaille dans l'entreprise de son père. Ce brave garçon, il adore la durabilité. Et son travail de bachelor, il l'a fait sur l'entreprise de son père. Et il a dit, voilà, moi j'aimerais bien qu'on injecte un peu de durabilité dans mon entreprise. Et son constat, c'était que, en fait, les gens n'étaient pas capables de le faire. Un certain nombre de choses. Ils avaient eu les idées, mais ils n'avaient pas fait. Et lui, il était presque surpris lui-même de constater que oui, il avait réussi à faire des choses dans cette entreprise familiale. Et pas parce que c'était le fils du patron. Il le dit, parce qu'il avait acquis les connaissances. Et c'est ça, c'est là qu'on mesure qu'effectivement, c'est possible. Mais ça prend du temps. On ne peut pas faire ça en 5 minutes. Ou alors vous seriez le roi du pétrole si vous arriviez à transformer ça dans... Mais ça prend du temps, oui, c'est vrai. Mais on y arrive. Et c'est ça, je dirais, le mot de la fin sur lequel je vais m'arrêter. C'est tout à fait possible et ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup François. N'était-ce pas incroyablement inspirant? On va prendre le temps pour 1 ou 2 questions. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez, on vous apportera un micro. Ah, on a une question juste là devant. Merci beaucoup, c'est effectivement très inspirant. Une des choses que je vois dans ma pratique, c'est que quand on essaye d'aller vers les organismes de formation continue, comme il en existe en lien avec le centre patronal à Baudé, par exemple, dans le canton de Vaud, et d'autres, où on essaye de dire aux gens, mais est-ce que vous intégreriez pas des modules de durabilité dans les formations continues métiers que les gens viennent suivre parce qu'ils sont envoyés par leur patron ou ils ont été volontaires pour y aller. Dire, ah non, mais on a notre système, on a notre business model, on fait des RH, on fait de la gestion de projet et on ne veut pas encore rajouter la durabilité. Et dans cette compréhension que la durabilité est transversale, autant dans l'espace que dans le temps, c'est plutôt un témoignage que je rends plutôt qu'une question que je pose, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les convaincre? Si tu as un truc, on en parle au cocktail. Merci beaucoup. Alors, juste un tout petit commentaire là-dessus. En fait, il ne faut pas parler de durabilité. Parce que ce n'est pas une question de durabilité. Ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est une question de gouvernance. Et il faut parler du métier de la gouvernance et de comment il sera demain. C'est ça la vraie clé. Il y a 15 ans, moi je vendais des plans d'action RSE. Aujourd'hui, plus. On n'est pas dans une question, c'est quoi un plan d'action RSE? Non, c'est comment on fait évoluer chaque fonction. Les acheteurs, à un moment donné, comment ils prennent leurs décisions? Est-ce que c'est une prise de décision individuelle parce qu'il a reçu un cadeau du fournisseur, ou est-ce que c'est parce que c'est une prise de décision collective au regard du besoin qui a été analysé? C'est une clé. C'est pas forcément ça.
Oui, on a une question Encore là-bas. une question tout en haut, là, s'il vous plaît. Vas-y. Ah, ça marche, pardon. Oui, je vais essayer de faire vite. Justement, j'avais une question par rapport à l'intégration des sujets de durabilité qu'on nommera pas comme ça, mais dans tous les cours, dans toutes les disciplines en parcours académique, je veux dire, pas en formation continue. Est-ce que c'est des choses que vous avez, vous, intégrées ou pas? J'ai peut-être loupé ça au début de la conférence. J'ai bien compris qu'il y avait des parcours spéciaux. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, en RH, ces notions intégrées, en finance, ces notions intégrées, et pas juste à chaque fois un petit module durabilité rajouté? Alors, je vais vous répondre. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on a un projet qui est déployé à l'école, à la HEG, mais qui est plus largement en cours de déploiement au niveau de l'ensemble des HES de la HESSO, qui s'appelle Former pour transformer, où, donc ici en particulier à Genève, c'est un enseignant qui s'appelle Laurent Cornalia, qui travaille avec un certain nombre de professeurs responsables de certains enseignements pour examiner, commencer par faire un état des lieux de comment leur enseignement est concerné et comment, alors on va appeler ça, même si c'est entre nous, intégrer la durabilité dans cet enseignement. Oui. Et c'est un déploiement qui est envisagé même à l'échelle de l'ensemble de l'école, puisque nous, on va le prendre en compte, par exemple, ça a une conséquence assez directe, c'est qu'on va avoir arrivé en dernière année dans notre orientation en management durable des étudiants qui seront déjà acculturés sur ce sujet. Donc c'est super, on va pouvoir aller plus loin. Et encore une dernière question, et puis nous passerons à la conférence suivante. Merci. Alors, bonsoir, j'avais une question plus générale, mais en fait, est-ce que le management durable, ce sera un mal nécessaire? C'est ma question. Parce qu'on voit qu'en fait, financièrement et en termes aussi d'ambition, c'est pas très intéressant. Alors, est-ce qu'un jour, en fait, on aura un réel intérêt à suivre en fait ces tendances? Voilà, c'est ma question. Alors c'est très simple, c'est une question de survie, point. Aujourd'hui, c'est plus une question, c'est une question de survie. Et ceux qui peuvent avoir des doutes là-dessus, je pense qu'il y a suffisamment de matière disponible grand public pour vous convaincre du contraire. Mais voilà, non, c'est une question de survie. Et on est entièrement d'accord, ça ne va pas assez vite. Et il y a 20 ans, vous aviez des organisations qui pouvaient le faire de façon volontaire, qui étaient pionniers, ça se passait super bien. Aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde et c'est pour ça que ça se passe moins bien. J'aurais tendance à dire, si vous démarrez demain, ce sera encore plus difficile. Plus on se rapproche du mur, moins la résilience est possible. Merci beaucoup François, merci, on l'applaudit encore une fois s'il vous plaît, merci.